On est dans un monde où il faut savoir choisir son identité. On est bien d'un pays ou d'un autre, mais il faut savoir d'où on vient. Mais quand on ne peut pas retourner dans son pays d'origine, à quoi on s'accroche ? Avec Yousra, on parle beaucoup de ce sujet-là. Yousra est née en France et ses parents ont quitté l'Irak avant sa naissance. Yousra me dit souvent qu'elle n'a pas de bled. Elle se sent bien partout et nulle part. Il y a une question qu'on me posait souvent et qu'on me pose souvent encore aujourd'hui, c'est toujours la question de « Et toi, pour les vacances, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu retournes au bled ?» Et c'est très marrant parce qu'on a toujours cette sensation de penser que comme on a des origines, on a forcément un bled où on va aller voyager. Et en fait, moi, c'est un bled auquel je ne peux pas aller voyager. C'est que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un pays qui est en guerre, qui est en morceaux. Quand j'étais petite et qu'on me disait « Quand est-ce que tu vas au bled ?» C'est très marrant parce que c'était aussi la même période où les Américains débarquaient dans le pays, où la dictature était... Enfin bref, des histoires de dictature, de guerre que toi, tu comprends pas quand t'es petit. Moi, je suis dans une famille où on nous a toujours protégés de tout ça. Moi, on m'a toujours parlé du bled, qui est l'Irak, comme de littéralement les 1001 nuits, de Bagdad, de la famille, de toute la beauté et la richesse du pays. Et on m'a toujours protégée de la partie guerre et de la partie dictature. Parce que déjà j'étais très jeune et aussi parce que je pense qu'on ne voulait pas que je me rappelle de ce pays comme un pays en guerre. Et du coup, il y avait toujours ce côté où quand les enfants, quand c'était les vacances, pardon, on me demandait toujours quand est-ce que tu pars au bled et même aujourd'hui, on me le dit encore. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse et je n'ai plus envie d'avoir de réponse. Et quand j'étais petite, en fait, je ne manquais pas de bled. En fait, le bled, c'était ma famille. C'est ça qui était beau et que les gens ne comprenaient pas, c'est que le bled, on l'avait au sein même de la famille. Moi, quand j'arrivais à la maison après l'école, c'était ça le bled. Le bled, c'était se retrouver ensemble, c'était les barbecues pendant l'été. Puis j'ai un très beau souvenir qui est, on se réveillait très tôt. Un jour, il fallait qu'on se réveille tôt. Ma mère qui prépare les sandwichs. Nous, on prenait les jouets, chacun ses petits jouets. On a toujours un petit sac avec des jouets qu'on ne va jamais utiliser de la journée, mais on les a. Et on partait dans une grande ville. Donc on prenait la voiture. Dans la voiture, comme toutes les voitures d'Arabes, on était 6, 7, 8, je ne sais pas comment on arrivait à être autant dans une voiture. Et on arrivait dans une grande ville, donc on faisait 1 heure de route. Et cette heure de route, c'était vraiment le voyage. C'était, on va s'arrêter à 1 heure d'autoroute, on va s'arrêter prendre le pique-nique. Enfin, c'était juste... je sais pas, c'était tout ce souvenir-là jusqu'à arriver dans la grande ville. Et en fait, dans la grande ville, je sais pas, on allait voir un zoo ou un truc comme ça. Et c'était juste génial. Et en fait, c'était pour moi... voilà, je suis partie en vacances. Et donc, quand je rentrais à la rentrée et qu'on me disait « t'es allée où en vacances ?» Je dis « je suis partie dans cette grande ville, j'ai découvert le zoo de cette ville ou quelque chose comme ça. » Et en fait, on manquait de rien finalement parce qu'on avait l'amour entre nous et on apprenait tellement de choses. Moi, quand j'étais petite, c'est à ce moment-là où j'ai appris à faire mes premiers dessins animés avec... moi, je suis née dans une époque où les ordinateurs et les téléphones étaient en pleine expansion. On n'était pas avec la technologie d'aujourd'hui. Et c'est là où j'ai appris à coder aussi. J'ai fait du code à 14 ans parce que je m'ennuyais et mon grand frère qui faisait de l'informatique, il a fait bon ok, il a pris moi et mon petit frère, il s'est dit allez, je vous apprends, il faut faire ça, ça. Apprenez déjà à coder sur une feuille et ensuite vous pourrez coder aussi sur... J'ai fait mon premier site internet. Bon, aujourd'hui je ne sais plus coder parce que c'est pas comme le vélo. mais ça, c'était la beauté du bled en fait. Et j'ai jamais vraiment manqué... Alors j'ai toujours adoré voyager. Et j'ai toujours eu ce côté où, quand mes frères ont commencé à voyager, à m'envoyer les premières cartes postales, et c'était un peu ce truc-là, c'était un peu rechercher le bled dans les voyages et dans les autres, mais c'était ce qui était beau parce que c'était le retour et quand on nous racontait tout ça. Et finalement, quand j'étais petite, quand on me demandait dans quel pays tu voudrais aller, je disais tous les pays du monde en fait. Je disais pas forcément mon pays. C'est très important de comprendre à quel point c'était un vrai cocon. La famille, quand je disais que c'était le bled de la famille, c'est parce que c'était vraiment là où j'étais protégée de tout. Quand je rentrais chez moi, je savais que rien ne pouvait me se passer. D'ailleurs, j'avais toujours ce rêve bizarre où un jour, on vivait tous sous l'océan et que ma maison était sous l'océan et que c'était que j'étais protégée du monde, protégée du monde extérieur. Et je savais que ma maison, ma famille, ce serait toujours une protection, que ce soit mes parents, mes frères, ma sœur. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très paradoxal. J'adorais aller à l'école pour apprendre. J'ai toujours adoré apprendre des nouvelles choses. J'ai toujours été très curieuse. Mais à côté de ça, l'école, c'est compliqué. L'école, c'est compliqué parce que les enfants, c'est dur. C'était pas une enfance assez facile à l'école primaire.
Il n'y avait pas beaucoup justement d'arabes dans mon école. Et puis même, j'étais quand même l'arabe différente, parce que j'étais ni algérienne, ni marocaine, ni tunisienne. Je venais pas d'Afrique. J'étais irakienne. Et en plus de ça, moi, quand j'étais en l'école primaire, c'est à la même période où il y avait toutes ces histoires de la capture de Saddam Hussein, de toutes ces histoires de guerre dans mon pays. Et donc, en fait, on me le renvoyait souvent à la figure, que j'étais différente. Et on me le renvoyait aussi sur ma religion, donc sur le côté musulman. Je savais que je n'avais pas le droit d'aimer la couleur rose parce que ça ressemblait à la couleur du cochon, alors que c'est ma couleur préférée. Et aussi, je n'avais pas le droit d'entrer dans les mêmes codes ou les mêmes idées que les autres. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est petit, il y a toujours cette petite fille riche qui a tout le monde à ses pieds parce que, en fait, elle achète tout le monde avec de l'argent, on va pas se mentir. Et donc, c'était une petite fille blonde qui, un jour, arrive à l'école avec les tresses. On s'en rendait pas compte quand on était petit, mais moi, aujourd'hui, je me rends compte de l'appropriation culturelle. Et donc, elle arrive après des vacances, elle est à peine bronzée, elle est juste toute rouge. Et tout le monde la trouve trop belle. Et du coup, petit à petit, les filles de l'école, on se met un peu toutes à faire justement ces tresses-là. Et donc, un jour, j'en parle à ma maman et ma mère, on se pose toute une soirée. C'est trop bien parce que moi, j'adorais quand ma mère me faisait des coiffures. Et elle me fait les tresses, comme toutes les filles de l'école, finalement. Et je suis trop heureuse. Donc, le lendemain, je vais à l'école avec ces tresses-là. Ma mère a pris quand même le temps de les faire. Et donc j'y vais. En plus, je suis trop contente parce que j'y vais avec une nouvelle chemise aussi. Enfin, je suis habillée avec de nouveaux vêtements que ma maman m'avait achetés. Ma maman avait déjà senti mon amour de la mode. Et d'ailleurs, je tiens ça d'elle. Et donc, arrivé à l'école, on a une petite montée avant d'arriver dans la récré. Donc, je commence à monter. Et en fait, je commence à entendre des gens qui crient et tout. Et je comprends pas au début ce qu'on dit. Et en fait, à ce moment-là, on me traite de Tarzan. On me dit oh bah tu t'habilles, enfin t'es comme Tarzan, tu ressembles à Tarzan. C'est quoi cette coiffure? De toute façon, tu ressembles à un garçon. Enfin bref, tout ce qu'on veut, mais c'était vraiment le mot Tarzan qui revenait. Et il était que 8h30 du matin et j'avais toute une journée à vivre. Et donc toi, tu fais mine que tu t'en fous. Tu vis pas ta meilleure journée. Honnêtement, j'ai que ce souvenir en tête de cette matinée. Je crois que je me suis juste effacé le reste de ma mémoire. Parce qu'il y a des moments où les moments douloureux, c'est pas toujours facile en fait, on s'en rend pas compte, mais les douleurs restent en fait. Ça fait mal et on a beau avancer après avec, qu'on est jeune, on a beau nous dire t'inquiète, c'est pas grave, regarde ce que t'es devenu aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même des marques de nos douleurs. Quand je suis rentrée, j'ai dit, je les ai gardées mes tresses, j'ai pas osé en parler à ma mère tout de suite, un peu par honte. Non pas par honte de maîtresse ou quoi, ou de mes origines ou quoi que ce soit. Ce jour-là, c'était vraiment une honte de qui j'étais moi. J'avais un peu cette peur de ne pas être à la hauteur de ma propre famille qui, elle, est magique. Ma famille est magique et moi, je sentais le vilain petit canard en fait de la famille. Sauf que le lendemain matin, quand il fallait retourner à l'école et que ma mère me dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On garde tes tresses, on y va. De manière très douce. Ma mère a toujours été tellement douce avec moi et en fait, je lui dis non, non, c'est bon, on y va comme ça. Alors qu'en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'arracher mes cheveux. Elle l'a ressenti, elle m'a dit t'es sûre? J'ai dit non, en fait, enlève-moi. Mais on est en retard, en fait. Et là, elle me dit de toute façon, c'est pas comme si on n'était pas tous les jours en retard. Et en fait, on prend le temps, le petit aïe, oui, aïe, oui. Et elle me défait mes tresses et du coup, elle me fait un gros chignon et je vais à l'école. Et en fait, à ce moment-là, c'est un peu trop comparé à tout le reste. Et de toute façon, je comprends que ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'école primaire. Et en fait, on va se réfugier comme aujourd'hui. On va se réfugier dans les livres, on va raconter des histoires et puis on va dessiner. Et un jour, on sera le héros qu'on voudrait être.
Donc je rentre en 6e. Et cette année, je me dis, écoute, on n'est plus en école primaire. Ok, il y a les mêmes têtes qu'il y avait avant, mais il est temps que c'est peut-être l'année où tu vas pouvoir être différente des autres années quoi, de l'école primaire. Tu peux oublier ces années d'harcèlement scolaire, ces années de... Voilà, tu peux commencer une nouvelle vie. C'est un peu ce côté... j'étais très... moi, j'ai ce côté très naïf de la vie, comme dans les séries américaines. Et donc, je rentre et je me retrouve dans une classe avec des têtes que je connais déjà. Donc déjà, je suis blasée, mais je dis rien. Et en fait, la première année de 6e, c'est un peu un résumé de ma vie de primaire. Donc, ça se passe pas aussi bien. Je me retrouve à faire les exercices des autres. Je suis encore l'intello que j'étais en primaire. Et ce qui se passe, c'est que par contre, je commence à avoir plus de responsabilités et d'autonomie. C'est-à-dire que je prenais le bus pour aller à l'école, ou alors j'y allais à pied de temps en temps. Mais c'était cette idée de prendre le bus. Prendre le bus, tu te sens un peu comme une grande. C'est, j'y vais tout seul le matin jusqu'à l'arrêt, puis après le bus, puis le soir en rentrant, tu te trompes de bus et tu paniques, etc. Moi, j'avais pas de téléphone portable à 11 ans. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, sur mon carnet de correspondance, ma mère me faisait confiance et m'avait mis en mode, s'il n'y a pas cours, elle peut sortir. Enfin, il y avait ce côté très responsabilisant. Et ce qui est très, très étonnant pour ma maman, qui était en mode, c'est ma petite fille. Ce qui est normal. Mais elle me l'a avoué. Elle me l'a dit, t'avais toujours ce côté très responsable, donc on ne pouvait pas s'en empêcher. Et en fait, ce qui se passait, c'est que un jour, il y a une histoire un prof est absent, donc on finit très tôt, et donc ils sont un peu sceptiques, est-ce qu'on les laisse partir ou pas, pour certains. Et moi, je les préviens en leur disant, moi, ça m'arrangerait parce que, il y a une histoire de rendez-vous médical ou je ne sais quoi, enfin, il y a une histoire de ça, et on me dit, écoute, si tu peux appeler chez tes parents, comme ça, tu nous confirmes. Et donc, j'ai pas de téléphone, donc je vais chez le concierge de l'école, qui est un petit monsieur trop gentil, qui fait toujours des petites blagues adorables. Et donc j'arrive, je toque à la porte et je dis « Excusez-moi, j'ai besoin de passer un coup de fil à mes parents parce qu'il faut que je les prévienne de la sortie plus tôt, etc. » Et il me dit « Il n'y a pas de souci. » Il dit en rigolant « Il n'y a pas de souci, ça fera 5 €. » Enfin bref, voilà, vraiment... c'est limite un blédard, en fait, caché, je pense. Et donc, je prends le téléphone, je compose le numéro, tonalité, et c'est mon père qui arrive au téléphone. Et du coup, lui, logique, il répond par « Allô ?» et moi, je dis « Bonjour ». Je dis pas « Salam alaikum ». Donc lui, il reconnaît ma voix. Et donc, en rigolant, alors qu'il sait que de l'autre côté, on m'entend pas, il dit « Oui, bonjour madame ». Et en fait, j'explose de rire. Et à ce moment-là, alors qu'il y a le concierge qui me regarde et il y a une file d'élèves qui sont derrière, qui attendent aussi pour téléphoner, j'ai 2 choix. C'est continuer en français, parce qu'on est en France, parce qu'on m'a toujours dit d'être discrète sur la langue arabe. Et là, ou alors, je parle à mon père comme je parle à mon père tout le temps. Et moi, je parle à mon père, c'est trop bizarre de parler français avec mon père. Mon père parle très bien français, il est prof de français. Mais là, ce n'est pas la question, c'est mon père. Je suis sa fille, donc je parle en arabe. Et en fait, je sais pas, il y a un truc en moi qui fait « Oh, et puis zut !» Enfin, là, je suis avec mon père, c'était ce rapprochement au cocon, à la famille. Et du coup, j'ai répondu par Salam alaikum baba. Et puis j'ai commencé à parler en arabe pour lui dire qu'il y avait, on allait sortir plus tôt. Donc lui explose de rire parce que il comprend la situation et me répond en français pour rigoler. Il me dit non, mais il n'y a pas de problème, j'ai bien compris. Et je dis, et là, donc, je continue de rigoler. Et en fait, le concierge qui comprend pas ce qui se passe rigole quand même parce que la situation est quand même très drôle. Et donc j'en ressors, mais très fière. J'en ressors tellement très fière d'avoir juste parlé arabe, alors que c'est rien du tout. J'ai juste dit à mon père, j'arrive plutôt à la maison. Et de tous les élèves qui me regardent en mode, oh, elle a parlé arabe, mais je comprends pas son arabe parce que j'ai un dialecte irakien. Et à partir de là, à partir de ce jour, ça a toujours été, quand je téléphonais, quand je prenais le téléphone de mes copines, etc., c'était ce côté, je parle arabe. Et en fait, ce dont j'ai pas compris, c'était un premier déclic sur l'acceptation de soi. C'est pas que je m'acceptais pas, mais c'est plutôt le côté, vous savez quoi, ma différence va être une force. Et la preuve, arrivée en 5e, j'ai enfin cette rentrée et ce déclic et ce truc différent qui va faire que je ne suis plus cette victime, mais je suis plutôt je vais venir défendre les opprimés.
Et ça a été un changement radical. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, alors plus personne ne me marchait sur les pieds. Ce moment-là, c'était tu n'insultes pas les gens. À ce moment-là, c'était quand il y avait justement des personnes qui étaient différentes en classe ou des origines qui étaient différentes. Je m'intéressais beaucoup à toutes les cultures et tout ça. Et quand les gens venaient les insulter ou venaient les harceler, etc., je me suis vraiment mise en mode vous savez quoi, en fait, c'est vous qui êtes différents finalement. C'est pas la différence. Puis la différence, c'est beau, quoi. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à cultiver ma différence. Mais tout doucement, parce que j'ai que 12 ans, 13 ans. Voilà. Mon fils, toi et moi, nous sommes des voyageurs. L'identité est un long chemin solitaire. Chaque voyageur porte une valise. C'est une valise que tu ne vois pas. Elle est invisible, mais elle est là. Au cours de ton existence, cette valise va se remplir de rencontres, d'objets, de souvenirs, d'expériences, bonnes et mauvaises. Pour qu'elle ne soit pas trop lourde et pour que tu puisses avancer, tu devras enlever certaines choses inutiles et garder les plus importantes. Il faudra faire le tri, car face au poids des mots, des rencontres, de l'adversité, de l'amour et de la haine, des victoires et des défaites, les épaules du voyageur se voûtent. L'identité, mon fils, est un long périple. À toi de le rendre le plus léger et le plus droit possible. Sache qu'on n'est pas, on devient. Le voile n'est pas une soumission. Le voile, c'est une libération. J'ai compris ça au fil du temps quand j'ai commencé à le porter. Donc j'arrive au lycée et je commence à me poser beaucoup de questions par rapport au voile parce qu'en gros, c'est à ce moment-là où, quand on est ado, je pense qu'on se pose beaucoup de questions, que ce soit sur sa vie, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, mais aussi qui je suis dans cette vie. Et ayant grandi avec cette idée du vilain petit canard, et cette idée de cultiver ma différence finalement, parce que je comprends que le vilain petit canard devient un signe, je me dis que le hijab commence à trotter dans ma tête. Le seul souci, c'est que on est en France et l'idée de porter le voile, de l'enlever avant d'entrer et d'arriver au lycée, ça me dérange énormément. Surtout que moi, je suis toute seule avec cette idée-là. Je suis dans une classe où il n'y a personne avec qui je peux en parler finalement de ça. Surtout que c'était un lycée qui était très... Bon, commençait à y avoir une diversité, mais de base, c'était un ancien lycée professionnel, donc c'était un peu un lycée semi-masculin, surtout que j'étais en bac scientifique. Ça fait très cliché ce que je dis, mais c'était vraiment très cliché. Entourée de blancs. Et du coup, j'avais pas de copine pour arriver devant l'école et d'avoir cette force ensemble et de se dire « Ok, Power Rangers, on enlève nos voiles, on rentre, on repart ». On se rend pas compte de la force que ça peut être, justement, d'être tout ensemble face à une adversité. Donc j'étais un peu seule face à ça et du coup je me suis dit écoute, on va pas se mentir à soi, on n'a pas la force aujourd'hui de faire ça. Du coup on va passer notre bac, on va essayer de trouver ce qu'on veut faire de notre vie surtout et on verra ensuite pour le voile. Tout ce que je sais c'est que j'ai jamais voulu faire de cérémonie pour le voile. J'ai jamais voulu me dire bon bah ça y est, à mes 18 ans, je vais commencer à porter le voile, j'en fais toute une fête ou plus tard, etc. Mais je savais que un jour j'allais le porter. Ce qui était très bizarre, c'est que arrivé à mes 18 ans, donc je fête mon anniversaire, j'ai la majorité, donc j'obtiens mon bac et je m'en vais pour des études qui au début pensaient qu'ils allaient me plaire. Ensuite, le voile, c'est pas que je le mets de côté, mais par exemple, je prends plus la priorité de lancer mon blog avec mes dessins et je prends plus cette priorité en disant Yousra, tu veux faire de la BD un jour, bah dessine. Donc c'est là où j'ai commencé à vraiment lancer mon blog, à faire mes dessins et à caricaturer ma vie par des petites histoires et à écrire un petit personnage. Ce petit personnage qui existe encore aujourd'hui, donc Crazy, Crazy Nous, avec conscience, a les cheveux roses et ne porte pas le voile. Donc ma première réflexion, c'est je veux pas qu'il porte le voile, je veux qu'il soit neutre pour qu'il puisse porter un message universel. Parce qu'on est en France et je me dis que si mon personnage porte le voile, ça va créer des problèmes, alors que s'il ne le porte pas, je pourrais parler de ce que je veux. Parce que j'ai cette idée en tête que quand tu rentres dans le moule de la société, tu peux un peu plus parler des sujets pointilleux que moi, honnêtement. Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, par exemple, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout raconter.
Et les gens ne veulent pas tout écouter quand c'est moi qui raconte certaines choses, on va dire. Et sauf que au moment même où je lance mon blog, j'ai quand même cette question sur moi-même. Je me dis, ok, ton personnage, tu peux en faire ce que tu veux. Tu lui mets les cheveux roses, tu lui mets les cheveux bleus, tu lui mets chauve. On s'en fout. Mais toi, Yousra, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux porter le voile ? Et c'est très bizarre parce que c'est aussi à ce moment-là où je me dis, en fait, j'ai envie de le porter, mais j'ai peur d'une chose, c'est le regard des autres, encore une fois. Et ce dont j'ai peur, c'est de me dire qu'il y a des gens qui ne vont plus me parler, en fait, une fois que j'aurai porté le voile. C'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face, pardon. Mais c'est une réalité, ça existe. Et j'en étais persuadée. Ce serait très pessimiste de ma part de penser ça pour l'optimiste que je suis. Mais c'est vrai, il ne faut pas non plus... Alors j'ai pesé le pour et le contre, et un jour, la conscience, finalement, m'a dit « Mais Yousra, est-ce que tu veux parler aux gens qui ne t'acceptent pas pour qui tu es ? Est-ce que si les gens ne t'acceptent pas pour qui tu es, donc avec ton voile, est-ce que ces gens-là, tu les veux vraiment dans ta vie alors ?» Et en fait, je me suis fait un auto-déclic, et je me suis dit « Mais c'est vrai, en fait. » C'est-à-dire que ces personnes-là avec qui je parle aujourd'hui, si elles changent juste parce que je porte le voile, est-ce que ça vaut le coup ? Alors un jour, random, je devais accompagner ma mère dehors, et j'ai pas pu sortir sans lui dire est-ce que je peux te prendre un voile ? Et c'est là où j'ai porté le turban. J'ai commencé à le porter en turban, en vite fait sur mes cheveux. J'avais juste besoin de cette symbolique parce que j'avais juste besoin, c'était un besoin d'essayer, mais discrètement. Comme si c'était j'ai besoin de faire un pas dans ce monde parce que je sais que ma vie va changer à partir d'aujourd'hui. Mais je voulais pas en faire comme je disais, je voulais pas en faire toute une cérémonie, toute une fête. Et ça, c'est mon point de vue, c'est mon histoire, c'est moi, c'est mon intimité, c'est comme ça que je vois le port du hijab. Donc j'ai commencé à le porter à ce moment-là, et donc ma famille était contente, était surprise. Enfin voilà, c'était mon choix, c'était pas le leur, et ils l'ont très bien accueilli. Et en fait, la première année, je l'ai porté plutôt automatiquement. J'ai plutôt porté ça automatiquement parce que j'étais beaucoup plus occupée sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et en plus, j'étais aussi... je me rappelle la fois où je me suis dit « Oh mince, j'ai commencé à le porter alors que je passe le permis dans 2 mois. C'est-à-dire que je vais devoir passer mon permis avec le voile. » Et en fait, 2 mois plus tard, je commençais déjà à me dire « C'est pas grave, en fait, je sais qui je suis. On s'en fout, moi je sais conduire avec ou sans le voile. Donc si vraiment on me pose un problème avec ça, ce serait compliqué. » Bon, finalement, j'ai passé le permis le plus drôle de ma vie. Je savais qu'à la première minute, j'avais déjà mon permis, tellement ça s'est bien passé, tellement l'ambiance était cool. Et en fait, ça m'a fait un petit truc de... Bah, tu vois, en fait, finalement, les gens s'intéressent pour ta personne, pas pour ce que tu as sur la tête. Je le porte automatiquement par rapport à ce que je vais faire dans ma vie. Je suis plus focalisée sur ce que je vais faire dans ma vie, pardon. Et j'avance. Et à ce moment-là, j'ai mes premiers déclics professionnels, où en fait, je change complètement d'études. J'étais en maths sup et je passe en langue étrangère appliquée. Je reprends sérieusement mon blog. Je commence sérieusement à dessiner. J'ai ma première tablette graphique. Je me dis que je vais faire ça de ma vie. Et je commence à me questionner aussi parce que, à côté de ça, je commence un petit peu à m'intéresser à la théologie. Plus sérieusement, je prends des cours rapidement, pas à l'université, mais de mon côté de théologie. Je remarque une chose, c'est que, alors moi je fais le ramadan, je prie mes 5 prières, et juste avant de prier, alors que je suis dehors et que je porte mon voile, mon turban, au moment d'arriver pour prier, je le détache et je le porte en voile, donc je cache mon cou, etc. Et je prie. Et je commence à remarquer et me dire, c'est marrant parce que tu dis porter le voile dehors, mais quand tu te mets face à Dieu pour prier, tu changes ton port du voile. Pourquoi ? Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup de questionnements sur ça et je me dis, c'est marrant parce que tu penses que Dieu ne te voit que lors de ta prière, mais quand tu es dehors, il est avec toi. Et je me rends compte alors d'une chose, c'est que en pensant porter le voile en turban, je pensais me protéger de la société. Et en fait, porter le voile, pour moi, c'était me protéger de Dieu. C'était me rapprocher de lui. C'est d'avoir une certaine humilité. Alors à ce moment-là, je me dis, il y a une chose qu'il va falloir changer. Et pareil, pas de cérémonie, pas de
pas de questionnement, pas de « ok, j'attends la fin des vacances et je le porterai différemment à ce moment-là pour pas que les gens regardent les autres ». Je commence à me dire « mais tu sais quoi, le regard des autres, est-ce qu'on n'en a pas rien à carrer ? Est-ce qu'on n'en a pas rien à cirer alors que ça fait des années qu'à chaque fois qu'on se soucie de regard des autres, on s'en prend plein la gueule ?» Pardon du terme. Bah tu sais quoi, vu que les gens aiment parler, on va les faire parler. Et donc, je vais pour aller à l'université ce jour-là, c'est un jour random de la semaine. Et donc, je mets un voile et je mets le voile le plus voyant du monde, un voile violet. Alors, j'aime beaucoup les couleurs, mais il y a certaines couleurs sur lesquelles il faut faire attention, je pense. J'adore le violet, mais ça dépend sur quelle tonalité. Et là, c'était un violet... Voilà, donc la Yousra d'aujourd'hui, qui est très pointueuse sur sa manière de s'habiller, aurait dit « ça va pas ma chérie, ça va pas du tout ». Mais je le mets en voile et déjà, je commence. Alors, moi, j'ai mon style à moi de porter mon voile aujourd'hui, assez reconnaissable avec mon bandeau et tout. Sauf qu'à l'époque, j'avais juste des épingles et mon voile. Et j'avais pris mon propre voile que j'avais entortillé d'une certaine manière, qui m'avait fait un certain bandeau sur la tête. Le style était stylé, mais la couleur n'allait pas. Et là, je descends comme ça et je dis rien. Je vois juste ma mère qui me sourit en mode... c'était un peu ce côté approbation, un peu en mode... je vois ce qui t'arrive dans ta tête. Je dirai rien parce que je sais que tu veux pas du tout recevoir de remarques ou quoi. Mais je vois son petit sourire en mode... ça cogite dans ta tête. Mais ça cogite... t'as l'air heureuse dans ce truc-là, quoi. Je dirais pas que j'avais pas le cœur qui battait en me disant... bon, j'arrive quand même à la fac. Et j'arrive à la fac et j'arrive... donc j'ai cours d'espagnol. Et j'ai un cours où j'arrive en retard et où quand le professeur... quand on est en retard... vous connaissez ces professeurs qui te montrent bien du doigt quand t'es en retard, quoi. Donc j'ouvre les deux portes. La classe se retourne, le silence dans la classe. Et je sais très bien qu'on ne regarde pas une fille lambda qui est en retard. On regarde une fille avec un voile violet sur la tête, qui est mis différemment de la fille qu'il connaissait depuis des semaines, depuis 2 ans même, et qui s'installe toute seule à ma table. Le professeur, pour la première fois, me fait juste « installez-vous », en mode pas de souci. Et c'est comme si il avait compris ce côté où « bon, c'est bon, je veux pas entendre de gens qui parlent de ce que t'as vu et tout ». C'est un peu comme s'il avait un peu, lui aussi, mon approbation en mode « tu sais quoi, fais ta life ». C'est un peu un lone wolf, lui aussi, parce que moi, je me considère un peu comme un lone wolf, un peu dans ce côté où je m'étais mise à ma table, il n'y a personne autour de moi, je sais qu'il y a des gens qui parlent, je sais qu'il y a des regards par-ci, par-là. Et en fait, ces regards-là qui auraient pu me tuer, j'étais trop fière à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, j'ai pris dans ma main cette fille de 8 ans à qui on avait traité de Tarzan. J'ai pris dans la main cette adolescente qui était encore en train de chercher qui est-ce qu'elle voulait devenir. J'ai pris dans la main... cette fille qui avait peur de porter le voile à cause du regard des autres, et je leur ai dit tu sais quoi les filles, je pense qu'à partir d'aujourd'hui on va genre rock the world. En fait, on n'a plus le temps à tous ces chuchotements, toutes ces histoires qu'on va porter sur toi. Et au contraire, vous savez quoi, on va être, tu sais là ce que t'as dit là à 12 ans, on va être ce héros que tu voulais avoir. Tu vas voir, on va être le porte-parole s'il le faut. Et avec l'argent que je me faisais de côté, parce que je travaillais, je donnais des cours à côté, etc., ou tout l'argent du Eid qu'on a récolté dans nos vies, d'argent mis de côté, j'ai acheté mes premiers hijabs qui me ressemblaient pour de vrai, enfin. Qui incarnait qui j'étais, qui était, il y avait un bleu galactique, des choses. Et j'ai commencé à acheter mes premiers bijoux de voile aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on peut très bien porter des bijoux, on peut très bien l'accessoiriser. C'est à ce moment-là où il y avait aussi les premières influenceuses à l'époque qui commençaient à montrer comment on pouvait porter le voile. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, mais en fait, on est grave stylé, et on va vous montrer qu'on est grave stylé. Et avec le peu d'argent par-ci, par-là, je commençais à changer toute ma garde-robe et à me dire, je vais enfin incarner qui j'ai envie d'incarner. Et alors que je faisais ça, apparemment, dans ma tête, je pensais discrètement, ce qui se passe, c'est que, comme je vous dis, j'avais des amis, mais je pouvais très bien aussi être toute seule ou aller voir des potes qui étaient dans d'autres filières. Et ce dont je ne savais pas, c'est que... mon nom circulait pas mal, en fait, dans les couloirs.
Et un jour, alors que je vais à la BU, parce que pour quand même, dans toute cette histoire, moi je passe des examens, je passe une licence, j'arrive à à la BU et je rejoins une amie. Et je lui dis ah bah tiens, t'es là, moi je vais aller bosser en haut, si tu veux, on se rejoint. Elle m'a dit oui, je vais juste dire bonjour à mes amis ici. Et je lui dis bon bah je t'accompagne, je passe. Et là, les filles, je les entends qui disent c'est elle et tout. Et du coup, moi au début, je ne capte pas. Et donc, on se dit bonjour. Et elles me disent on voulait juste te dire, mais t'es genre grave stylé. On aime trop ton style. Waouh, c'est trop beau. Et je leur dis ah bah merci beaucoup. Et là, elles me posent la question, la fameuse question mais t'es de quelle origine? Cette fameuse question auquel aujourd'hui encore, je ne réponds que par deviner. Parce que, en fait, pareil, cette différence sur laquelle on n'arrêtait pas de me dire ah ok, c'est maintenant ma force, c'est maintenant le côté de ah bah devinez. De toute façon, je sais que vous allez. Enfin, soit on va trouver d'un coup et je vais faire oh bingo pour une fois qu'on trouve, ou ça va être je sais pas, la Turquie, la Syrie, et que moi je vais être pas loin, pas loin. Et je vais toujours entendre le côté mais moi je suis nulle en géographie. Écoutez, c'est le moment d'apprendre. Et donc on apprend que je suis irakienne, et là on fait mais non. Et là on me dit la phrase qui est. C'est marrant parce que cette histoire c'était quoi? C'était il y a 10-15 ans maintenant. Et je me dis. Et ils me disent mais attends, mais les Irakiens, vous êtes trop stylés. Et en fait, cette phrase qui paraît genre si minime, c'était comme si je portais pas le. Parce qu'on me dit toujours oui, vous portez le voile, c'est comme si vous portez l'étendard de l'islam ou quoi. Mais non, les gars, vous vous rendez compte, je représente l'Irak, ce pays qu'on m'a volé. En fait, aujourd'hui, c'était. Mais les Irakiens sont trop stylés. C'est cette image, parce que le nombre de fois où je vais entendre dans ma vie tu sais, t'es la seule Irakienne que je connaisse. Et je me dis, tu sais quoi, si c'est pour représenter l'Irak, let's go. Je veux bien. Je veux bien être porteuse de l'Irak a du style. Parce que c'est peut-être un pays qui est détruit, mais c'est quand même un pays qui a énormément d'autodérision, qui a énormément d'humour, mais qui a énormément aussi d'amour et de style. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que je crois qu'on est en train de devenir cette héroïne. Je suis donc en 3e année de licence. Et à ce moment-là, je suis en adéquation maintenant avec le port du hijab. Je suis en adéquation avec mes études aussi. J'adore ce que je fais. Vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais. Et en plus de ça, je reprends mon blog à côté de manière très régulière. Donc, j'ai mon dessin qui s'améliore énormément. Donc, je suis très, très heureuse sur tout ça. Et en plus, on nous dit qu'en fin d'année, on a un stage obligatoire à faire, qui peut être soit à l'étranger, soit en France, mais qui sera obligatoire à l'étranger, en master, etc. Et moi, je me dis, écoute, je ne sais pas de quoi est fait demain, et je ne sais pas quel master je vais faire dans ma vie. Moi, tout ce que je sais, c'est que là, je suis en train de kiffer. Donc, essayons de voir si on ne peut pas faire notre stage à l'étranger. Autre point, à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle une crise identitaire. C'est assez compliqué à expliquer ce que c'est, parce que je pense que tout ce que j'ai raconté, ça reste assez intime à chaque personne. Mais c'est un peu ce côté où on va un peu se questionner, non plus sur sa religion, parce qu'à ce moment-là, je suis en accord avec ma religion, mais plus se questionner sur qui je suis, d'où je viens. Donc plus sur les côtés d'origine. Plus ce côté où on ne se sent pas forcément chez soi en France, pas parce qu'on ne se sent pas chez soi chez ses parents. Moi, je suis très bien en famille, toujours très bien, mais dehors. Qui sont ces gens? T'as l'impression d'être jugée. Je me sens différente justement de toutes les personnes dans la société, que ce soit justement avec les personnes qui sont d'origine différente, qui sont comme moi, arabes en fait finalement, ou des blancs, et en fait je me retrouve nulle part dans tout ça. Et je suis un peu perdue, et ce jour-là, j'ai mon frère qui me dit tu sais quoi, tu me donnes 200 €, je t'emmène en Angleterre. Je tout ferai payer, on part 4 jours en Angleterre. Sauf que moi, encore une fois, l'argent du ride, toutes les fois où j'ai travaillé, j'ai récolté dans ma petite tirelire, j'avais pile 200 €. Et je lui dis, écoute, je les ai. Donc il dit, ah, ok, let's go. On part 4 jours, et en fait, il me dit, pendant ce temps-là, ramène tes CV,
tes lettres de motivation. J'ai dit, bah oui, c'est tout ce à quoi j'ai pensé. Et on est allé toquer, je suis allée toquer aux portes. Et j'ai rencontré aussi la communauté irakienne, qui est beaucoup plus présente en Angleterre. Parce que moi, je pars du principe que on retrouve la migration se fait par les pays par lesquels on a été colonisé. D'où le fait que c'est la première fois que je rencontre une Irakienne en France. On n'est pas beaucoup. Donc on se retrouve beaucoup en Angleterre et à Londres. Il y a une très grande communauté irakienne. Et donc je commence à croiser d'autres personnes. Et c'est très marrant parce que pour la première fois, à part ma famille, je parle irakien. Je parle le dialecte irakien, pardon. Et j'obtiens un stage là-bas. Donc je sais que dans 2 mois, je retourne en Angleterre. Et cette idée, elle me ravit à un point énorme. Déjà parce que ça va être la première fois que je vais quitter le cocon et que je vais me retrouver toute seule. Et aussi parce que en fait, je vais vivre en Angleterre, là où, la première fois où je suis arrivée, une femme qui porte le voile et qui est policière m'a arrêtée. Et je suis en mode, mais arrête-moi, meuf, tu portes le voile, c'est juste trop charmé et tu fais ce métier-là. Enfin, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte de la différence. On a beau me dire, non mais Yousra, toi, j'ai l'impression que tu peux franchir toutes les barrières. Oui, mais ça demande une concentration, ça demande une charge mentale que personne ne pourra jamais comprendre. Et d'arriver en Angleterre et juste de se dire, en fait, c'est juste ça, voilà, les gens vivent, c'est tout. Et donc, je suis très ravie d'arriver en Angleterre. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vis 3 mois géniaux. Parce que je me pose pas cette question. Je vis mon premier ramadan toute seule. Et moi qui pensais que j'étais un peu triste parce que Ramadan, c'est la famille. Et en fait, j'ai retrouvé une autre famille là-bas. J'avais mon frigo qui était plein à craquer. J'avais beau leur dire, mais je suis toute seule. Vous n'avez pas besoin de me donner toute cette nourriture. Et du coup, eux, tout ce qu'ils entendaient, c'est oh, tu es toute seule. Donc, reprends. Mais ça va être compliqué de tout manger. Et même, au travail, tout était, c'était juste génial. Il y avait pas ce côté tu fêtes pas Noël, c'était plutôt nous qui disions tu fêtes pas le Eid. Et c'était juste trop marrant en fait finalement d'être dans ce sens-là. On va pas se mentir, quoi, ça fait du bien. Et de se dire tiens, je me sens bien quand même ici. Et penser que finalement ma crise identitaire s'arrêterait là, ce serait mentir parce qu'en fait à ce moment-là, j'ai une conversation les plus banales avec quelqu'un au boulot qui me dit vous avez beaucoup de châteaux en France. Et cette phrase-là, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait un petit déclic en mode ouais, mais c'est stylé. Et en fait, les châteaux, c'est peut-être mon côté, je pense que j'étais une princesse ou une reine dans une autre vie, mais c'est un peu mon côté dynastique qui m'a fait mais c'est grave stylé les châteaux en France. C'est trop beau dans les paysages. Et on a tapé sur Internet, on commençait à regarder les paysages en France. Et en fait, la France m'a manqué à ce moment-là. Et alors, elle me manquait par rapport à ma famille, mais là, c'était la France qui me manquait. Et ce serait très cliché de le dire, mais je pense que tout le monde le dit, mais le fromage te manque aussi. Hein, la nourriture te manque. Et en fait, je comprends que, à ce moment-là, que je serais finalement chez moi nulle part. C'est-à-dire que je me sens bien ici, je me sens chez moi, j'irai en France, je me sentirai chez moi, mais il y aura toujours une part de moi qui va dire il me manque un truc. Je suis née sur une planète, pas dans un pays. Si, bien sûr, je suis née aussi dans un pays, dans une ville, dans une communauté, dans une famille, dans une maternité, dans un lit. Mais la seule chose importante pour moi, comme pour tous les humains, c'est d'être venu au monde. Au monde. Naître, c'est venir au monde. Pas dans tel ou tel pays. Pas dans telle ou telle maison. Et donc, je reviens en France pour une raison aussi, c'est que je me dis, il faut que je revienne en France. Parce que j'ai cette force, moi, de potentiellement changer au moins quelques mentalités sur qui je suis. Et puis aussi parce que, faut montrer à la France que l'Irak est stylé quand même. Aujourd'hui, après tous ces questionnements, surtout au niveau professionnel, et grâce à mon blog que j'ai lancé justement il y a un petit moment maintenant, je remercie énormément la petite Yousra de 18 ans qui a lancé son blog avec une feuille et un stylo et le scanner de mon père en disant « tu sais quoi, on va faire de la BD un jour, on va faire de l'illustration, on va vivre de notre vie d'artiste ».
parce qu'elle ne se rendait pas compte dans quelle aventure on s'est lancé. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, tu sais quoi meuf, on l'a fait. Aujourd'hui, ça fait maintenant bien 3 ans que tu es totalement à ton compte, que tu es facilitatrice graphique, illustratrice et BDiste, et que tu arrives sur tes rêves et que tu racontes des histoires, comme tu les racontes aujourd'hui, que tu racontes des histoires, les histoires des autres, que tu dessines les histoires des autres, et que tu dessines ta propre histoire, qui finalement était belle du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à la Yousra aussi de 8 ans que ça y est, je pense que tu es devenue un signe. Mais qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'obstacles dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai puisé cette force dans toute mon histoire pour vivre ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est toujours très beau ce qu'on voit quand on me voit. Je suis toujours cette personne qui restera toujours très optimiste parce que moi, je suis consciente que non seulement l'espoir fait vivre, mais l'espoir permet de construire. Et en France, si tu n'as pas d'espoir quand tu es racisé et quand tu portes le hijab, ça peut être compliqué. On ne réalise pas forcément les difficultés que j'ai au quotidien. C'est-à-dire que moi, quand je me réveille le matin, quand je sors, je ne compte pas le nombre de fois où je vais être insultée dans ma journée. Je sais, on peut très bien me dire « Oh, mais de toute façon, c'est des cons, faut pas les écouter. » D'accord, mais à longueur de journée, entendre des sales arabes, d'entendre des rentre chez toi, on a beau le prendre avec humour et je réponds toujours avec tact en disant c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de rentrer chez moi, ou de dire je me suis lavé ce matin. Ça permet de toi avoir la force de continuer dans ta journée, mais ça reste des impacts en fait que tu te prends. On prend l'exemple tout bête, et je fais aucune pub à aucun réparateur, mais on prend une vitre que l'on impacte chaque jour, ça finit par se fissurer. Donc, je dirais pas que je suis en train de fissurer, pas du tout. J'ai ma force, comme je disais, j'ai ma force autour de moi grâce aux personnes qui m'entourent et grâce à tout ce que je vis. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que moi je récolte, c'est qu'une partie minime de ce que la majorité des femmes en France peuvent récolter. Et ça, c'est que c'est que le début de ma journée. Imaginez, c'est la même chose. C'est quand je vais en mission, parce que du coup, je réalise des missions en entreprise. C'est moi qui vais prospecter mes clients. Et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai une clientèle qui me connaît, avec qui on s'entend très bien, on rigole ensemble. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. Mais les gens ne comprennent pas que quand je débute une mission, j'aurai toujours cette crainte que les autres n'ont pas, c'est qu'à tout moment, on peut m'appeler pour me dire finalement, on va pas travailler avec toi. Alors, parfois, je sais que peut-être que je suis trop chère, on va pas se mentir, il y a aussi des points très techniques. Mais parfois, on te le renvoie aussi en te disant en fait, on peut pas travailler avec vous. On ne peut pas, c'est une incapacité. Et cette incapacité-là, elle se traduit justement parce que en fait, je porte un voile, on va pas se mentir. Et j'ai beau dire oh de toute façon, c'est les perdants, j'ai aucun problème par rapport à ça. Ça reste un impact sur moi parce que ça veut dire que je dois encore une fois redoubler d'efforts, un effort que les autres n'ont pas déployé. C'est-à-dire que toi, quand tu envoies ton devis, tu ne penses qu'à une chose, c'est j'espère que je suis pas trop chère. Moi, quand j'envoie mon devis, c'est j'espère que je serai acceptée dans mon entièreté. C'est arriver dans des séminaires parfois où tu sais que tu vas être mal regardée avant de devoir déployer des efforts inconsidérables pour qu'en fait, finalement, on t'aime pour qui tu es. Et on réalise qu'en fait, ça fait pas la personne. Et c'est pour ça que j'ai un rapport très intime avec mon voile et que mon voile, je le considère pas politique. Enfin, je sais qu'il est politique, on va pas se mentir sur ça. Mais moi, je suis toujours partie du principe que je n'aime pas la politique. Déjà parce que j'ai jamais rien compris. Et de deux, parce que je peux pas, en plus d'incarner qui je suis, militer de manière ouverte. C'est-à-dire que je pars du principe que en existant, je milite finalement. En existant, je n'incarne pas que moi, j'incarne des milliers de femmes en fait en France qui portent le voile ou pas. Et en fait, je porte un poids, porte une charge mentale que je ne pourrais jamais expliquer.
Mais c'est dans ces moments-là où, alors qu'on pourrait dire que je pourrais flancher, eh ben, ce qui va me permettre de ne pas que cet impact ne se fissure pas, c'est justement Dieu. C'est justement là où je me rappelle que je porte le voile, que je fais mes prières, je fais mon ramadan. Tout ça, c'est pour garder une humilité. Et que dans ma religion, c'est tu fais tous les efforts que tu fais et le reste, tu les laisses entre les mains de Dieu. Et c'est dans ces moments-là où je comprends cet impact, où je comprends le réel impact. Et je me dis, mais tu sais quoi, c'est Dieu qui t'a protégé d'une chose. Il fallait pas que tu ailles à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc c'est comme ça que ça me permet d'avancer. Aujourd'hui, c'est toutes ces réflexions qui me permettent d'être apaisée avec qui je suis. C'est aussi tous ces voyages que je fais. Je suis partie en Égypte il y a 2 ans. C'était la première fois que je mettais les pieds dans un pays qui était un pays oriental, pour la dire à la française. Et j'étais tellement heureuse, surtout que l'Égypte, c'était un rêve de gosse. Mais c'était aussi une grosse boule au ventre que je ne pourrais pas expliquer. Mais entendre le muezzin pour la première fois dans un pays, j'ai eu énormément de joie et de tristesse mêlées ensemble, parce que j'ai compris à ce moment-là, comme je l'ai compris quand je suis repartie dans un autre pays ensuite, et comme je le comprends à chaque fois que je rentre dans une mosquée, c'est que finalement, chez moi c'est partout, et chez moi c'est nulle part.